Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Vrai Crime, Vraie Histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde plutôt obscur, celui de la manipulation, de l'usurpation d'identité, de la tromperie, du cannibalisme et de la maltraitance. C'est une histoire que vous connaissez peut-être car elle a inspiré un film connu sous le nom de Esther, ou The Orphan en anglais, excusez-moi pour l'accent. C'est un film plutôt psychologique où l'histoire en fait est celle d'une famille de 4 personnes qui décide d'adopter une petite fille prénommée Esther. Mais derrière son apparence plutôt angélique, elle cache un côté bien plus violent et bien plus sombre, une manipulatrice qui fait ça à la perfection. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer ce qui a inspiré le film et s'intéresser à une autre histoire troublante, celle de Barbara Skrolova, qui est une femme qui a usurpé l'identité d'enfant et qui s'est intégrée à une famille et qui a manipulé tout le monde. Elle a littéralement semé le chaos dans leur vie. J'espère que vous êtes prêts à rentrer dans cette histoire aussi terrifiante que troublante. Installez-vous confortablement parce que c'est parti! Nous sommes donc à Kurim, en Tchécoslovaquie, en mai 2017, lorsqu'un habitant de la ville utilise sa nouvelle caméra de surveillance qui permet de surveiller son nouveau-né. Voilà, comme ce qui pourrait arriver à tout le monde, on surveille son enfant. Mais son appareil, en fait, est un appareil qui marche par ondes, comme les talkie-walkie, et du coup, il peut capter les ondes des endroits, des caméras similaires avoisinantes. Il va tomber par hasard sur l'appareil d'une personne du voisinage où il a pu apercevoir un garçon nu, ligoté, allongé sur le sol. Il alerta immédiatement les autorités et Klara Morerova, la mère de ce petit garçon, sera arrêtée dans la même journée. Avant de continuer, nous allons remonter 2 ans en arrière pour arriver en 2005. On va partir à la rencontre de la famille Mororeva. Klara Mororeva est une femme âgée de 31 ans qui est une étudiante en psychologie. Mais depuis petite, elle pense être choisie par Dieu pour une mission qu'elle doit accomplir sur Terre. Elle a également une petite sœur du nom de Katerina qui pense également être l'élue de Dieu. Les deux femmes sont schizophrènes. Et les deux pensent avoir été choisis par Dieu pour accomplir une mission sur Terre durant leur vie. Klara a une famille qui lui permet de calmer cette idée-là et de s'occuper de sa famille. Elle a 2 enfants du nom de Jacob et Andrzej. Je vous marquerai les noms en dessous parce que je pense que je les dis mal. Du coup, moi, je vais les appeler Jacob et André, mais vous aurez les noms en dessous. Leur père a décidé de quitter la famille car Klara était violente avec lui. Par contre, il quitte la famille en mode plus de son, plus d'image. Il reviendra pas les voir. Il reviendra jamais voir ses enfants. Juste, il s'en va. Il disparaît, quoi. Klara, elle va quand même tomber dans une dépression et dans une tristesse extrêmement forte. Ce qui va l'amener à demander à sa sœur, Katerina, de rejoindre le cocon familial pour l'aider dans la maison. Sa sœur va gentiment accepter, oui, pas de problème, j'arrive. Avant de passer à la suite des événements, je voulais quand même vous signaler que Klara était une mère aimante envers ses enfants. Elle avait un amour infini pour ses 2 petits garçons et elle les aime au plus profond d'elle-même. Je voulais mettre cette petite parenthèse pour que vous voyez toute la manipulation qu'il y a derrière, que vous allez vous en rendre compte par la suite, par vous-même. Mais voilà, je voulais marquer en parenthèse l'amour que Klara avait à ce moment-là. Lorsque Katerina arrive chez Klara, elle ne vient pas seule, mais vient avec une fille âgée de 13 ans, du nom de Anna Bomanova.
C'est une jeune fille de nationalité norvégienne, orpheline, qui a été maltraitée et qui est très malade. Au niveau des yeux, elle risque d'être aveugle, au niveau des oreilles, elle risque d'être sourde, elle a une insuffisance rénale et une leucémie. Elle passe énormément de temps à l'hôpital et elle est également protégée par les services secrets. Apparemment, c'est normal parce que ça n'a pas alerté Clara. Clara fait ok, pas de problème, viens à la maison. Lors de leur visite médicale à l'hôpital, Katerina accompagnera toujours Anna. Et Clara, elle, n'y va pas, quoi. Donc, pour qu'on comprenne la suite des événements, je vais vous expliquer comment Katerina et Anna se sont rencontrées et ce qui a amené Katerina à ramener la petite fille chez sa sœur. Donc, d'après ce que j'ai vu, Katerina et Anna travaillent dans un centre pour enfants, elles se voient de plus en plus souvent, elles emménagent même ensemble. Elles ont plein de petits points communs et elles lisent ensemble un livre, le livre d'Adburshin, qui est le livre du mouvement d'une secte. Puis un jour, elles se disent « Tiens, si on ferait pas un petit jeu ?» Elles vont au centre pour enfants, où elles travaillent toutes les deux. Anna s'habille en tant qu'enfant, elle met des vêtements pour enfants, et elle se glisse parmi les enfants. Et aucun ne va se rendre compte que Anna est en réalité une adulte. Donc au départ, elles y ont joué une fois, puis au fur et à mesure, elles y ont joué beaucoup plus régulièrement, jusqu'à ce que ce soit un jeu qui soit tous les jours. Puis Anna va dire à Katerina « J'aime bien ce jeu et tout », elle se sent comme une espionne dans le monde des enfants, et elle confie à Katerina qu'elle voudrait faire ce jeu pour toujours. Katerina lui dit « Pas de souci, je vais t'aider. » Y a pas de problème, elle va l'aider pour qu'elle fasse ça toute sa vie. Donc de là, Katerina va aider Anna à faire croire à ses proches que Anna va décéder. Anna va perdre 30 kilos. Elle va réapprendre à marcher comme une enfant. Elle va subir plusieurs opérations de chirurgie, notamment de la poitrine. Elle va passer divers rendez-vous médicaux. Évidemment, elle est aidée par Katerina, mais également par d'autres personnes dont on va apprendre l'existence plus tard. Donc d'après mes recherches, ce serait comme ça qu'elles se seraient rencontrées toutes les deux. Et enfin, l'histoire qui sera donnée à Clara sur l'enfance de la petite Anna, c'est que voilà, son histoire c'est que ses parents sont des junkies, elle vivait dans la saleté, qu'elle mourait de faim et qu'ils ne s'occupaient pas d'elle, qu'ils ont vendu Anna, et que les personnes qui avaient acheté Anna lui mettaient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à respirer. Elle va réussir à s'enfuir et à se réfugier chez sa grand-mère qui va brutalement décéder. Puis Anna va être placée dans un orphelinat où elle était toujours repliée sur elle-même, mais elle avait quand même une intelligence hors du commun et des capacités assez impressionnantes pour son âge. Elle jouait du piano à la perfection. Ensuite, Katerina la recueille chez elle. Et donc nous voilà à la rencontre de Anna et Clara. Donc Anna a 13 ans à l'époque et Clara 32 ans. Elles deviennent meilleures amies. Clara a complètement pris Anna sous son aile et elle fait partie intégrante du cocon familial. Il faut dire que Anna a quand même comblé le vide émotionnel de Clara qu'elle avait à cette période-là. Et en fait, elle va développer avec elle comme un lien mère-fille. En fait, elle va sortir un petit peu de sa dépression avec entre guillemets, un nouvel enfant. Anna elle va se sentir rapidement jalouse de l'amour de Clara envers les garçons. Elle disait que les garçons faisaient telle ou telle bêtise, et Clara la croyait systématiquement. Elle ne remet jamais la parole en doute de Anna, et à partir de ce moment-là, les garçons vont vivre un véritable enfer. Elle va s'automutiler, vandaliser la maison, et elle mettra toujours la faute sur les garçons, et Clara la croira toujours, sans jamais remettre sa parole en doute. Parce que c'est vrai, il faut dire qu'elle est malade, pourquoi elle ira inventer de telles choses ? Anna continue ses visites régulières à l'hôpital avec Katerina, parce que oui, il faut quand même la soigner. Et Clara reçoit des mails d'un docteur, qui est le seul à pouvoir soigner Anna. Des mails au départ une fois de temps en temps, mais rapidement, c'est de plus en plus régulier, avec des instructions plutôt bizarres, plutôt très étranges.
Clara, elle va exécuter à chaque fois les instructions du docteur, jusqu'à même délaisser complètement ses enfants, parce que c'est vrai que ça prend du temps de soigner Anna. Par la suite, elle va décider d'adopter Anna. Elle va en parler à ce fameux docteur qui va lui refuser l'adoption. L'explication qui lui sera donnée, c'est qu'elle ne peut pas adopter Anna à cause du comportement de ses garçons. Ah oui, ils font plein de bêtises dans la maison et tout ça. Et donc, il faut que Clara soigne ses enfants, ses 2 garçons, avec une discipline extrêmement stricte et des punitions physiques. Ce qu'elle va faire. Pas de problème, d'accord, je vais le faire pour adopter Anna, je le fais. Mais plus tard, le docteur, il va lui dire que la thérapie qu'ils sont en train de mettre en place ne fonctionne absolument pas. Alors qu'ils étaient tout de même séquestrés dans des placards, battus avec tous les objets qui passaient sous la main. Et quelques temps plus tard, avec une proposition d'Anna, elle va les enfermer, nus, dans des cages, dans le sous-sol, laissés sans lumière, sans nourriture, sans vêtements. Ils vivaient dans leurs propres excréments. Les punitions données étaient de pire en pire. Ils étaient mordus, brûlés, pincés, ils recevaient des décharges électriques. Quand même, avec un pont de bon sens, ils se disent « Tiens, faut nettoyer les cages ». Donc pour nettoyer les cages, ils leur jetaient des glaçons. On s'entend que cela ne sert absolument à rien. Ça va rien nettoyer du tout. Chaque acte était généralement dicté par Anna ou le docteur. Et le docteur envoyait même des personnes qu'il avait choisies lui-même pour abuser des garçons. Donc en fait, sans même s'en rendre compte, Clara, elle était rentrée dans une secte qui s'appelle le Mouvement du Graal International. Je mets le Mouvement du Graal International entre parenthèses, car en fait, c'est la secte dans laquelle ils sont entrés. C'est une sous-secte du Mouvement du Graal qui s'appelle les Fourmis, je crois. C'est ce qui se détache, et en fait, ça se détache complètement de la secte, le Mouvement du Graal. Voilà, donc je voulais quand même vous dire que ces 2 sectes n'ont rien à voir. Parce que la secte, le Mouvement du Graal, n'a jamais demandé cannibalisme, inceste ou autre, tandis que celle dans laquelle elles font partie, ça leur dérange pas. Et vous vous doutez sans doute que le leader de la secte s'appelle le docteur. Ou encore Chan, apparemment. Et c'est lui qui va donner tous les ordres à ses disciples, dont Clara, et Clara qui va immédiatement dire oui, pas de problème. Il va ordonner d'engraisser les garçons pendant plusieurs jours, sans arrêt. Ils sont obligés de manger. Après, il faut dire qu'ils ont été tellement peu nourris, voire pas du tout nourris pendant un moment, que ils ont quand même faim. Donc ils vont les engraisser. Puis, à un moment, Anna va dire c'est bon, ils sont assez engraissés. Et elle va demander à Clara, leur propre mère, de descendre afin de couper un petit morceau de jambe de Andrés, 8 ans, le plus jeune, pour le goûter. Elle va le faire. Direct, elle y va. Donc régulièrement cette scène se reproduisit. Elle se reproduit également avec le 2e garçon une fois qu'il ait pris du poids. Et régulièrement, il y a une scène qui se produit, c'est que les 3 femmes rient et mangent des petits morceaux des garçons, pendant que eux crient de douleur, de peur. Et il y a parfois même des personnes qui sont envoyées par le docteur pour participer à cette scène. Cela va durer 1 mois. Pendant 1 mois, elles coupent des bouts de chair. Mais bien évidemment, elles ne vont pas couper un membre parce que il faut que cette horreur dure vraiment longtemps et il faudrait pas qu'il y en ait un qui décède. Donc elles vont couper quelques bouts par-ci par-là afin de pouvoir arriver à leur fin. Et elles vont même décider d'installer une caméra pour envoyer des vidéos au docteur, pour que le docteur donne son avis et donne des instructions et que les autres membres de la secte puissent participer sans même se déplacer. Et donc nous revoilà à cette journée du 7 mai 2007. Cette journée où, je le rappelle, un voisin regarde sa caméra qui surveille son nouveau-né, où il découvre la scène qui se passe dans une maison avoisinante. Lorsque les policiers ont découvert cette scène, ils descendent au sous-sol
et voit les 2 garçons attachés, ligotés, nus. Un qui était inconscient et le deuxième était tellement en état de choc qu'il n'arrivait pas à parler. Il était tellement dans un état second qu'il ne pouvait pas parler. Et dans le coin de la pièce, une petite fille de 13 ans qui tient son ours en peluche en étant terrorisée. Quant aux 2 sœurs, quand elles ont été arrêtées, elles ont admis avoir mangé des bouts de garçon. Elles ont tout confessé et ont dit qu'elles suivaient uniquement les instructions du docteur. Mais les policiers ont retrouvé aucune trace du docteur. Anna, elle est placée dans un centre de jeunesse pour enfants en détresse. Mais le soir même, elle disparut. Elle disparaît, elle est recherchée. Donc là, on va suivre l'histoire de Anna qui va se déplacer jusqu'à la Norvège. Elle va se raser les cheveux. Elle va se faire passer pour un petit garçon du nom de Adam Termer. Rapidement, un couple va adopter le petit Adam. Bien évidemment, elle n'a pas fait ça toute seule. Elle a été aidée comme la première fois par les membres de la secte, qui, je le rappelle, la première fois leur avait aidé carrément à se changer en petite fille. Là, ils vont l'aider à se changer en petit garçon, en Adam. Donc Adam, c'est un petit garçon qui est plutôt solitaire à l'école. Il arrête l'école car il devait assister à un procès. Les professeurs se sont quand même posé des questions sur lui. Est-ce qu'il y a un procès? Ok. Un peu plus tard, la République tchèque, elle va mettre en alerte comme quoi ils sont à la recherche de Barbara. Donc très vite, en décembre 2007, elle va être retrouvée par les policiers car ils se sont rendus compte que Adam est pas du tout Adam et qu'il est Barbara. Et ils vont le renvoyer en Tchécoslovaquie. Et en fait, elle va être, durant 6 mois, elle va être connue sous le nom de Adam, parce que durant 6 mois, elle va vivre en fait en Norvège avant qu'elle soit retrouvée. Donc, ils se rendent vite compte quand même que Barbara n'a pas 13 ans, mais en réalité en a 33. Elle a une maladie, la panhypopituitaris, une maladie qui est quand même extrêmement rare, qui la rend très jeune, due au fait que son corps ne sécrète pas assez d'hormones. Donc comme je le disais tout à l'heure, Katerina a en fait aidé à changer l'identité et à faire les rapports médicaux de Anna, mais avec l'aide de la secte également. Et donc, comme on s'en doute, Anna n'a jamais existé. C'est ce que l'ambassade tchèque à Copenhague a confirmé. Anna est en réalité Barbora, une tchèque de 34 ans née le 28 avril 1987, qui est une femme diplômée dans une académie de musique, qui est une jeune espoir de la musique classique, qui est passionnée de mathématiques, de physique, et de doctrine ésotérique. Mais pour des raisons qui resteront inconnues, elle décide de mettre, entre guillemets, fin à sa vie et de renaître, également entre guillemets, sous le nom de Anna. Donc elle va mettre en scène sa propre mort, et ensuite les différentes opérations chirurgicales pour ressembler à Anna. Donc dans les personnes, apparemment, il y aurait pratiquement tous les membres de la secte qui l'auraient aidé à être Anna, comme apparemment je crois que c'est un garçon, la secte, qui a même utilisé sa propre fille, qui avait 12 ans je crois, pour la faire passer comme Anna dans une visite médicale. Donc le jour du procès, le 20 août 2008, Clara est inculpée de 12 ans, Catherine 10 ans et Barbara 5 ans. Barbara a été libérée en 2011, mais actuellement on ne sait pas trop où elle est. Elle est sûrement sous protection et elle doit être hyper surveillée quand même. Quant aux 2 garçons, un n'a malheureusement pas survécu. Et en fait, il s'avère que le docteur s'avère être le père de Barbara. Et il s'appelle en réalité Joseph. Voilà, donc ça c'est l'histoire du docteur. Cette histoire, elle a été classée comme l'une des pires histoires criminelles tchèques et a inspiré le film Esther. Il y a également une BD qui s'appelle L'étrange cas Barbara S. Elle est super bien. En fait, on va un peu retracer l'histoire de Barbara, mais
en mode on suit l'histoire d'une journaliste qui écrit un article sur l'histoire qui vient de se passer. Après, si vous vous intéressez sûrement aux faits divers, j'imagine que vous avez dû en parler de l'affaire Barnett, qui est une petite fille qui est accusée d'avoir elle aussi le double de son âge, aux États-Unis cette fois-ci. Je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une future vidéo, parce que je trouve que ça pourrait être intéressant de mettre en lien les deux, parce que il y a plusieurs comment dire, il y a plusieurs avis sur l'affaire Barnett. Il y a les premiers avis qui disent que cet enfant est une enfant, elle est vraiment une enfant, et qu'en fait les parents ont tout inventé, et que vraiment on dirait en fait le film Esther, mais dans la réalité. Et il y a d'autres personnes qui disent que non, cet enfant c'est pas une enfant, et qu'elle a le double de son âge, et qu'en réalité c'est une adulte, et qu'il faut croire les parents, que les parents ont eu raison de l'abandonner, etc. Donc je me dis que ça pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure.